Bonjour depuis le banc de montage. N'oubliez pas de jeter un œil à la description pour suivre les liens des créatrices et les soutenir. Et si cette chaîne vous plaît, pensez à vous abonner. Merci et bonne vidéo. Alors, dans notre série de l'œuvre du jour, nous avions parlé la dernière fois d'Artemisia Gentileschi. Aujourd'hui, nous allons faire un petit saut dans le temps. Nous allons aller au XVIIIe siècle, notamment à l'époque de Louis XVI, juste avant la Révolution, puisque nous allons découvrir... Oh waouh, l'œuvre du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autoportrait d'Adélaïde Labille-Guillard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Adélaïde ? J'en doute. Par contre, de cette même époque, vous avez peut-être entendu parler d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Et moi, la manière dont j'ai découvert Adélaïde Labille-Guillard, c'est justement par cette première, par Élisabeth. Puisque c'est en me baladant sur la page Wikipédia d'Élisabeth Vigée-Lebrun que j'ai vu une personne qui était présentée comme sa rivale. Et c'était Adélaïde. Et c'est là que j'ai découvert qu'au XVIIIe, non, Élisabeth Vigée-Lebrun n'était pas la seule grande femme artiste peintre de l'époque. Alors certes, les artistes peintres, enfin les femmes, quand elles peignaient de manière professionnelle à cette époque-là, c'était assez limité. Les sujets historiques leur étaient pas vraiment accessibles, elles étaient obligées de se contenter notamment des miniatures, des pastels, des portraits. Puisque notamment le pastel était perçu comme une technique, comme une esthétique plutôt féminine. Voilà. Et encore aujourd'hui, malheureusement, les clichés persistent, puisque encore aujourd'hui, on trouve énormément de textes qui parlent de ces artistes-là en évoquant leur style très féminin, très doux, avec des couleurs vraiment très apaisantes, nanana. Bravo, no shit. C'est le pastel, c'est la technique qui fait ça. Si elles avaient pu faire d'autres techniques et d'autres sujets de représentation, peut-être qu'elles auraient pu le faire. Donc, un peu déplacé de dire ça, quoi. Nous, les femmes, on fait des petites fleurs et on est douces. Lol. Oui. Apparemment, c'est ce qu'on fait, en effet. Alors, est-ce que vous connaissiez Adélaïde Labille-Guillard ? Est-ce que vous connaissiez Élisabeth Vigée-Lebrun ? Dites-moi. Oui, madame. J'ai pas, mais je retiens pas les noms. Alors, moi non plus, à la base. Qui était Adélaïde Labille-Guillard ? Contrairement à la majorité des femmes de son époque qui se sont lancées dans une pratique professionnelle de la peinture, elle n'était pas issue d'une famille d'artistes, parce que c'était globalement comme ça qu'on pouvait se faire accepter en tant que femme qui pratique la peinture, c'est en ayant déjà des artistes autour de soi, donc littéralement, souvent son père. C'était le cas, on l'avait vu pour Artemisia Gentileschi, en Italie à la Renaissance. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas eu beaucoup de mal à traverser les frontières. Et donc là, contrairement à, par exemple, Élisabeth Vigée-Lebrun, Adélaïde, elle a grandi dans une famille de commerçants. Donc une famille aisée, mais pas directement artistique, pas directement dans la pratique artistique. C'est par les relations que sa famille avait avec d'autres artistes qu'elle a pu justement découvrir ses arts. Les premières traces qu'on a d'Adélaïde qui apprend à peindre, à dessiner, c'est notamment son apprentissage. Le tableau que vous voyez juste ici, c'est un tableau que je trouve extrêmement intéressant. Pas forcément pour parler du tableau en lui-même, même si le tableau est absolument magnifique et j'adore ce style. Et vraiment, si on grandit un petit peu, les textures du tissu, elles sont tellement réalistes. Je suis absolument fan. Ce tableau que vous voyez, c'est un autoportrait donc d'Adélaïde Labille-Guillard que vous pouvez voir au premier plan, le personnage avec cette magnifique robe de satin bleu. Et on voit derrière elle deux jeunes filles qui sont ses élèves. Puisque, en plus de n'avoir quasiment aucune femme dans le milieu artistique à cette époque, et ben en fait, pour apprendre à pratiquer les arts, pour les rendre plus accessibles, et pas seulement éventuellement à des filles qui auraient eu la chance d'avoir les bons contacts, Adélaïde Labille-Guillard, mais aussi Élisabeth Vigée-Lebrun et d'autres femmes vont prendre des élèves, vont agir et vont essayer de communiquer en la faveur de l'apprentissage des arts pour les jeunes filles. Et ce tableau-là, notamment, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer en faveur de la place des femmes dans la peinture, et notamment pour leur admission à l'Académie royale de peinture et de sculpture,
qui, à l'époque, autorisait les femmes à rejoindre l'académie. C'est déjà exceptionnel. Seulement 4. Académie dont Adélaïde fait partie, elle la rejoint en même temps que Élisabeth Vigée-Lebrun. Élisabeth qui, elle, était protégée, sponsorisée, encouragée par Marie-Antoinette. C'était la peintre officielle de la reine. Et Adélaïde, elle trouvait d'autres soutiens auprès d'autres membres de la famille royale, notamment auprès de mesdames, qui étaient les sœurs de Louis XVI, et qui avaient quand même une grande influence à la cour. Donc elle avait, elle aussi, ses mécènes. Ce que j'aime beaucoup dans cet écosystème, c'est que à la fois, Élisabeth et Adélaïde sont en concurrence, et à la fois, c'est un peu women help women. C'est vraiment une solidarité féminine, une sororité qui est présente, où on voit des femmes puissantes qui peuvent se retrouver à aider d'autres femmes à accomplir leur carrière, à accomplir leurs rêves, etc. Donc j'aime beaucoup, à chaque fois qu'on voit des biographies de femmes peintres à l'époque, il y a toujours des hommes, parce que c'est impossible apparemment de faire la biographie d'une femme sans mettre au centre de leur vie les hommes. Mais il y a aussi du coup des personnages féminins puissants et récurrents qui vont encourager leur activité. Donc c'est vraiment très très cool. Comme Molière. Ah, j'avais pas vu. Comme Molière par rapport à quoi ? Par rapport à la famille dont elle est issue ? Alors Molière c'est différent parce que ouais, ses parents étaient quand même déjà dans la bourgeoisie. Ses parents étaient des commerçants, des tapissiers, mais quand même issus d'une bourgeoisie bien établie, et surtout son père avait une charge à la cour. Là pour Adélaïde, je suis pas sûre, c'était peut-être de la bourgeoisie mais assez neuve. Il n'y a pas de grand nom dans sa généalogie. Un peu comme justement une des deux personnes qu'on voit sur le tableau, la femme qui est tout à droite, c'est Marie-Gabrielle Capet, qui elle vient d'une famille encore plus modeste. Ses parents sont des domestiques, enfin son père en tout cas, on sait que c'était un domestique. Et les bonnes personnes lui ont permis d'emménager à Paris, et c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'Adélaïde Labille-Guiard. Et Marie-Gabrielle Capet est restée aux côtés d'Adélaïde jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire que quand Adélaïde était malade, en train de crever, son élève, Marie-Gabrielle, était à son chevet, avait mis en suspens sa carrière pour justement l'accompagner dans ses derniers jours, dans sa maladie. Donc c'est encore un autre exemple de sororité. Dans ces morceaux de biographie qui se croisent, j'aime vraiment beaucoup. Les deux élèves qu'on voit, c'est Marie-Gabrielle Capet et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont. La bibliographie de Marie-Marguerite Carreau de Rosemont, donc qui est celle du milieu, celle qui est cachée derrière. Sa bibliographie est extrêmement triste, et s'il y a des gens ici, dans cette assemblée, qui font... qui sont des collaborateurs et des collaboratrices Wikipédia, qui s'amusent à justement remettre en page et modifier et valider les différentes pages Wikipédia. Pitié, faites quelque chose pour cette page, puisque Marie-Marguerite Carreau de Rosemont, déjà, elle est décrite comme faisant partie des 9 disciples de sexe féminin d'Adélaïde Labille-Guiard. Et ensuite, sur le très peu d'informations qu'il y a sur sa vie, il y a tout un paragraphe sur le fait qu'elle était belle. Et que c'est notamment pour ça qu'elle a été sélectionnée pour être dans l'autoportrait d'Adélaïde Labille-Guiard. Mais on peut voir des œuvres d'elle ou... Parce qu'elle a produit. Malheureusement, elle est morte très jeune, mais avant ça, elle a produit. Elle a dessiné, elle a peint. On peut pas voir ça ? S'il vous plaît ? Pitié ? C'est elle l'œuvre. Mais bref, l'éternel destin indissociable des femmes artistes qui finissent toujours par être des modèles auprès de leurs collègues masculins.